Delrieux, de la DDT de la Dordogne, Stéphane Bertrandi de la DDT du Lot et Cyril Petitpas de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, service concession, mais je vous laisserai vous présenter plus en détail. Et puis je crois qu'on a en visio, c'est ça, Vanessa Rispal de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, plutôt sur les aspects d'espèces protégées. Voilà, moi j'ai un fil, donc je pourrais vous faire passer le... Oui, bonjour Vanessa. Alors, cette table ronde là, c'est pour parler de la question, enfin des sujets réglementaires, de la réglementation et des cadres d'action. Moi, je voulais un petit peu, peut-être en préambule, rappeler que le projet LIFE, il avait un objectif d'améliorer l'état écologique d'un certain nombre. On les a vus, hein, Frédéric a présenté ce matin les objectifs de restauration. Et puis, il a aussi une aspiration, c'est d'apporter des éléments qui peuvent contribuer à l'évolution, à l'enrichissement des dispositifs, des politiques de gestion, et dont certaines sont liées à des questions réglementaires, pas forcément directement, mais enfin de façon plus ou moins directe. Oui, évidemment, on est dans un site Natura 2000, donc on a un but d'améliorer l'état de conservation de ce site. On travaille sur des questions de continuité écologique, finalement, qui rentrent dans le cadre du bon état écologique des cours d'eau aussi, de la mise en œuvre de la DCE. On travaille sur des aires protégées et on a aussi des volets d'action qui visent à apporter des éléments pour faire évoluer ces nécessaires ou pour moderniser ces dispositifs de protection. Voilà. Et puis, il y a une deuxième interaction avec le volet réglementaire, c'est qu'on a beaucoup de travaux dans ce projet-là, des travaux qui ont lieu en rivière, donc qui croisent des dispositifs réglementaires qui sont nombreux. Enfin, nombreux, il y en a un certain nombre, en tout cas, ils sont très importants. Dispositifs réglementaires relatifs à la loi sur l'eau, au risque d'inondation, aux espèces protégées, puisqu'on intervient sur des milieux naturels, et même si elles sont dans un état parfois relictuel ou en mauvais état, on a de la présence d'espèces protégées pratiquement partout où on intervient, enfin en tout cas très souvent. Voilà, donc on voulait donc vous demander peut-être de nous éclairer, nous rappeler un peu peut-être quelques fondamentaux sur ces différents dispositifs, chacun avec vos éclairages particuliers, et puis peut-être aussi nous dire un peu comment vous avez perçu, en tout cas l'intégration du projet LIFE dans ces dispositifs. Et puis enfin, il y aura peut-être une autre question à la fin, mais on va déjà commencer un premier tour. Déjà, je vous demandais de vous présenter, puis pour ceux qui ne vous connaissent pas, et puis peut-être de me présenter ces différents cadres dans vos domaines. Voilà. Bon, je pense, oui. Ouais. Du coup, Céline, il est allumé, c'est bon? D'accord. Céline Delrieux, direction départementale des territoires de la Dordogne, responsable du service au environnement et risques. Donc, on a l'habitude de travailler avec Epidor. On a un regard bienveillant sur ces projets qui sont au bénéfice de l'environnement. Et un autre point de contact régulier qu'on a, c'est la DDT de la Dordogne et la DDT du préfet coordonnateur du sous-bassin Dordogne. Stéphane Bertrandi, ça marche? Vous m'entendez? Ouais. Donc moi, je suis adjoint au chef d'unité police de l'eau à la DDT du Lot. Et comme on l'a bien compris, la Dordogne, la rivière Dordogne dans le Lot concentre un certain nombre d'enjeux particuliers qu'on cherche à prendre en compte le mieux possible quand les dossiers arrivent, mais aussi en amont, et d'où ma présence aujourd'hui. Et Cyril Petitpas, donc de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Moi, je m'occupe de tout ce qui est concession hydroélectrique sur le bassin de la Dordogne. Et donc, sur tous nos ouvrages, on a beaucoup de travaux, effectivement. Et donc en visio. Oui, bonjour, Vanessa Rispal. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Très bien, très bien. Parfait. Donc, je suis aussi à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et j'instruis les dossiers de demande de dérogation espèces protégées pour le département de la Dordogne.
On peut peut-être commencer, si vous voulez, par vous, en fait, non, mais par ces sujets de dérogation d'espèces protégées, en fait, quelle est peut-être une présentation du cadre dans lequel s'inscrivent ces dérogations? Très bien. Donc, alors la dérogation espèces protégées, je ne vais pas rentrer dans le détail total de la réglementation, mais un peu pour vous expliquer quel est quelles sont les grandes étapes et quel est le contexte de cette réglementation. Donc, elle est introduite dans le Code de l'environnement par un article, enfin 2 articles, mais un article qui est le L411-1, qui est un article qui pose en fait le fondement de cette réglementation et qui liste les activités qui sont interdites, donc des activités qui ont un impact sur certaines espèces, des listes d'espèces, faune et flore et d'habitat de ces espèces, et donc qui interdit tout impact, que ce soit dérangement, destruction, déplacement, cueillette, voilà, de listes d'espèces qui sont des espèces protégées, qui sont définies soit au niveau international, européen, national, voire régional ou départemental aussi. Il y a certaines spécificités locales. Et donc, c'est vraiment un régime d'interdiction. C'est-à-dire que toute atteinte à ces espèces est interdite, quelle que soit la raison de ces atteintes, mais toute atteinte à ces espèces est interdite. Et puis, on a l'article L411-2, donc le suivant, qui dit que malgré tout, dans certaines conditions et selon certains critères, des dérogations à ce régime strict d'interdiction peuvent être délivrées. Et ces dérogations, en fait, elles nécessitent de rentrer dans un cadre très précis et notamment de remplir 3 conditions. La première, c'est qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes au projet pour atteindre son objectif. Donc, ça veut dire qu'il y a une stratégie d'évitement à privilégier dès la conception du projet. La deuxième condition, elle est liée au fait que les opérations projetées ne doivent pas porter atteinte au bon état de conservation des populations d'espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Donc là, ça veut dire qu'on doit se poser la question en fait de l'impact du projet sur les populations d'espèces en fonction de leur état de conservation, en fonction de la responsabilité locale, locale pour ces espèces. Et puis le troisième critère dont on va évaluer le respect, si les 2 premiers critères sont respectés, c'est si ces 2 conditions donc, sont satisfaites, le projet doit entrer dans une liste de 5 catégories. Donc, soit c'est l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvage et de la conservation des habitats naturels. Donc, je pense que là, dans le cadre du LIFE, on est plus dans ce critère-là, mais il y a d'autres critères qui sont liés à la prévention des dommages aux cultures ou au bétail, la raison impérative d'intérêt public majeur, des fins de recherche et d'éducation, etc. Donc, si le projet rentre dans l'une de ces 5 catégories, on peut se poser la question de la dérogation espèces protégées. S'il n'entre pas dans l'une de ces 5 catégories, la demande ne peut pas être examinée. La dérogation, en fait, elle doit inclure en fait un certain nombre d'informations. Donc, le respect de ces critères dérogatoires d'abord. Ensuite, un état initial de la zone sur laquelle les travaux ou les aménagements vont être réalisés. Donc, c'est un état initial écologique qui est basé sur des inventaires, qui permet d'obtenir une cartographie notamment des habitats d'espèces, donc des habitats naturels et puis des habitats d'espèces, savoir quelles sont les espèces présentes, où elles sont présentes, quelle est la qualité des habitats présents, etc. Ensuite, une analyse qui va être qualifiée en termes d'intensité, on va dire, et quantifiée en termes de nombre d'individus, par exemple, ou de surface d'habitat détruits, des impacts du projet. Donc là, en fait, on superpose en quelque sorte cette cartographie d'habitat d'espèces avec les impacts du projet, les zones de travaux, mais aussi tout ce qui est base vie, zone d'accès, enfin voie d'accès, etc. Et on qualifie et on quantifie l'impact du projet sur des habitats ou la présence par exemple, de nids, d'individus, dans le cas d'individus qui se déplacent assez lentement, ce genre de choses. Et donc là, on qualifie et on quantifie l'impact
impact. Et ensuite, on définit des mesures, en tout cas dans la demande de dérogation, il faut définir des mesures d'évitement et de réduction de ces impacts. Donc là, ça peut être des évitements qui sont soit temporels ou géographiques ou techniques. Pareil pour la réduction, ça peut être une réduction temporelle avec une adaptation du calendrier de travaux, des réductions qui sont plus techniques en fonction des techniques utilisées, ou plus géographiques si on évite une partie, par exemple, des zones sensibles, ce genre de choses. Et à l'issue de cette démarche d'évitement et de réduction, là, on définit quels sont les impacts résiduels du projet. Et c'est à ce moment-là, si ces impacts résiduels sont suffisamment caractérisés, c'est à ce moment-là que ça déclenche la nécessité d'une dérogation à la réglementation espèces protégées. Donc, impact suffisamment caractérisé, il faut une dérogation. Impact non suffisamment, non suffisamment caractérisé ou infinitésimaux, pas de nécessité de dérogation. Et donc, si on a une nécessité de dérogation, là, on doit mettre en œuvre, le porteur de projet doit mettre en œuvre des mesures compensatoires qui seront les mieux à même de maintenir le bon état de conservation, de maintenir les espèces et leurs habitats dans un état de conservation favorable. Donc, on est vraiment dans la démarche éviter, réduire, compenser. À l'issue d'éviter, réduire, on se pose la question, on conclut en fait sur la nécessité ou pas d'une dérogation espèce protégée. Et ensuite, on a la phase de compensation. Et c'est à l'issue de cette phase de compensation qui, si on n'a pas de perte nette de biodiversité, si vraiment la compensation permet de compenser, voire même d'amener un gain de biodiversité par rapport à l'état initial, la dérogation peut être délivrée. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais peut-être que je le transférerai, et puis ce sera dans les actes de cette table ronde. Le Conseil d'État a précisé vraiment les conditions dans lesquelles une dérogation à la réglementation espèces protégées était nécessaire. Ça date de décembre 2022. Et voilà, s'il y a des questions, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais voilà le gros de l'architecture en fait de la réglementation espèces protégées. Merci beaucoup. Je pense que c'est très complet. C'est vrai que dans les types de travaux qu'on a menés là sur ces, dont on a eu des présentations ce matin, bon, on intervient d'une façon générale dans des sites où l'état écologique général est très dégradé, ou en tout cas les fonctionnalités générales. Et parfois, c'est vrai que c'est des travaux très lourds, donc qui peuvent présenter au regard de la réglementation des impacts en fait très caractérisés, mais qui visent à reconstituer un état final qui, au final, va permettre une expression d'un état écologique bien supérieur, y compris pour les espèces visées, à l'état initial. Dans ce cas-là, est-ce que c'est la reconstitution de cette espèce, de cet état final est peut-être considérée comme une action de compensation aux impacts initiaux? C'est comme ça qu'il faut le comprendre, ou est-ce que la compensation doit automatiquement être faite ailleurs, sur un autre site ou... Alors, dans ce cas-là, à mon sens, non, il n'y a pas forcément de compensation à faire dans un autre site, d'autant que les impacts peuvent être considérés comme transitoires, en fait. Alors déjà, on part d'un habitat qui est parfois dégradé, voire très dégradé, et on va vers un habitat qui sera de bien meilleure qualité. Donc, on voit qu'on a un gain de biodiversité. Donc, c'est un peu l'esprit de la compensation, hein, ce gain de biodiversité par rapport à l'état initial. Et puis, voilà, on est sur des impacts qui sont transitoires, c'est-à-dire qu'une fois les travaux terminés, par rapport à un projet d'aménagement, par exemple, pour lequel les impacts sont définitifs, quand on a de la consommation de l'espace, de l'urbanisation, etc., l'habitat, il est perdu, en fait. Il est complètement perdu. Là, c'est pas le cas. Donc, à mon sens, le fait de restaurer des habitats naturels, ça fait partie, c'est une sorte de compensation, mais même au-delà de ça, c'est vraiment l'esprit du projet, et on rentre dans l'un des critères de dérogation espèces protégées. Donc, à mon sens, c'est suffisant. Enfin, il n'y a pas besoin de compensation supplémentaire. Sauf si on intervenait, mais encore que, si on intervenait sur un milieu en très, très bon état, voilà, dans des cas très particuliers, mais c'est pas c'est pas le sens du projet LIFE, là. D'accord, donc l'important par contre, c'est de bien démontrer ça et de bien le formaliser cette démonstration, si j'ai bien compris.
On peut peut-être passer à un deuxième aspect. Je ne sais pas qui veut continuer. Alors, sur quel dispositif je te laisse. Oui, peut-être simplement, alors c'est pareil, hein, c'est un peu juridique, mais désolé, mais il faut l'expliquer. C'est vrai que le Code de l'environnement, il est plutôt prévu pour encadrer des activités qui ont un impact négatif sur l'environnement, on va dire ça comme ça. Et ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit qui convient quand on traite de sujets qui cherchent au contraire à restaurer ce qu'on appelle, j'ai employé le terme juridique, ce qu'on appelle dans le Code de l'environnement, restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Et donc, le Code de l'environnement, pour prendre en compte la particularité de ces opérations, dans lesquelles rentrent les travaux dont on parle, de restauration, le désenrochement, de Floirac, j'y reviendrai. Le Code de l'environnement, donc en 2020, a introduit une rubrique particulière qui permet de maintenir dans un régime simplifié des travaux qui, si on fait une application un peu bête du Code de l'environnement, si on n'a pas cette rubrique, en fait, on est obligé d'activer d'autres rubriques qui font passer en autorisation des dossiers qui, sinon, qui font passer en autorisation des dossiers. Et des dossiers qui vont, entre guillemets, dans le bon sens. Donc, l'artifice qui a été trouvé pour faciliter ces dossiers qui vont, entre guillemets, dans le bon sens, c'est de leur permettre de rester dans un régime de déclaration, même si voilà, je pense que je me suis fait comprendre. Donc l'exemple, c'est l'exemple de Floirac, où si on modifie le profil en long d'une rivière sur plus de 100 mètres, normalement on est en autorisation, mais comme là il s'agit de restaurer les fonctionnalités naturelles du milieu aquatique, on peut modifier un lit sur 600 ou 700 mètres, et on reste en déclaration. Alors, l'impact, il est très concret, c'est qu'on a des dossiers qui sont beaucoup moins lourds, on n'a pas d'enquête publique, et on a une rubrique qui est exclusive des autres rubriques. Après, il y a des avantages qui sont plus au moment du montage du dossier, mais, mais voilà, c'est quelque chose de concret, et c'est pour ça que sur ce dossier en particulier, quand on l'a vu arriver, on s'est attaché au service de la DDT, on s'est attaché à le faire passer avant que la rubrique ne saute, puisqu'on était prévenu qu'elle allait sauter, cette rubrique. C'est pour ça qu'on en a parlé à un moment donné. Cette rubrique, elle a sauté en octobre 2022. Plutôt en octobre 2022, le Conseil d'État l'a annulée. L'entrée en vigueur de l'annulation, c'était le 1er mars 2023. Et donc, le dossier de Floirac, il a été validé le 27 ou 28 février 2022. Donc, on a fait l'effort parce que sinon, ce dossier, il fallait tout reprendre au début et puis on serait là aujourd'hui et les enregistrements n'auraient pas eu lieu, ça c'est sûr. Donc voilà. On a été un peu embêté sur Tezel parce que la rubrique, justement, elle n'était pas revenue pour les recharges ponctuelles sur les frayères, donc on ne savait pas par quel bout le prendre juridiquement. Ouais, il y a des approches différentes selon les DDT. Demain, on sait, puisque la rubrique est revenue en septembre 2023, on sait aujourd'hui qu'on a le bon cadre juridique et notamment, c'est expressément visé dans le code. Hein, on parle de reconstitution du matelas alluvial. Voilà, donc on sait précisément ce qu'on peut faire. Et peut-être après, on en reparlera, mais en y réfléchissant, si vous voulez qu'on aille plus loin, et s'il y a voilà, je pense que ce serait intéressant de discuter avec la DEB qui travaille en ce moment à une foire aux questions pour préciser cette nouvelle rubrique. On peut regarder avec eux, parce que peut-être que quand à Paris, ils pensent recharge de matelas alluvial, ils pensent peut-être quelques dizaines de mètres cubes par-ci par-là, mais est-ce qu'ils ont pensé au gros volume? Et comment on le traite? Est-ce que c'est toujours la bonne rubrique? Je ne veux pas être trop long, mais voilà. Donc cette rubrique, elle permet d'accorder un traitement différent aux projets dont la finalité concerne la restauration des milieux aquatiques. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas chercher à faire rentrer dans cette rubrique n'importe quel dossier sous prétexte qu'on va désenrocher un tout petit peu à un endroit. Et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir faire rentrer tout type de travaux dedans.
on est regardé, hein, et il y a toujours un risque contentieux. Donc il faut. Nous, on est là pour vous aider à travailler sur vos dossiers, pour les faire rentrer s'ils peuvent y rentrer. Mais s'ils ne peuvent pas y rentrer, ces dossiers, il ne faudra pas nous en vouloir. C'est juste que ce ne sera pas la bonne entrée et qu'il y en aura d'autres, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est vrai qu'il y a un enjeu important par rapport à des délais d'instruction, parce que ce n'est pas du tout les mêmes délais dans le cas d'une Deux déclaration ou d'une mois ou 9 autorisation, mois, enquête voire un publique, an. etc. Et c'est vrai qu'on a été un peu impacté par la suspension de cette rubrique-là, alors que les choses étaient plutôt calées jusque-là. Et bon, voilà, c'est les impondérables d'un projet comme ça. Et c'est vrai que de travailler dans un cadre de projet avec des programmations assez précises et des engagements par rapport à des financements, etc., c'est des éléments importants en tout cas. Mais ce que je comprends, c'est que ça ne dédouane pas de toute façon, que ce soit dans le cas enfin, tout comme dans le regard qui peut être apporté sur l'instruction espèce protégée, le regard qui est apporté là ne dédouane pas d'une démonstration claire et nette des impacts et des... Est à zéro, et il faut être capable de démontrer fortement dans le dossier en quoi est-ce que ce dossier contribue à restaurer des fonctionnalités naturelles. Et il faut que ce soit compréhensible par tout le monde, par un juge. Très bien, merci. Peut-être Céline, sur les questions je pense des risques aussi peut-être, ou les instructions par rapport au risque d'inondation, on parle en fait de recharge, on en a déjà parlé, on recharge un lit, donc on remonte le fond du lit et finalement on vise à restaurer des processus de débordement. Et ça vient quelque part, ça peut venir en contradiction avec d'autres réglementations qui justement visent à prévenir les risques d'inondation. Donc les remblais en zone en cours d'eau, en zone inondable, sont interdits pour pas aggraver les risques d'inondation. Mais entre recharge et remblai, finalement, quelle est la différence? C'est peut-être on peut poser la question On comme peut ça, poser mais la question comme ça. Du coup, en préalable à la réponse, deux choses. Je partage complètement la présentation qui a été faite par mon collègue de la DDT 46. Et par ailleurs, pour revenir à ce que tu disais quand on faisait le premier tour de table, effectivement, le projet LIFE Dordogne, la candidature a été soutenue par le préfet de Dordogne en tant que préfet coordonnateur. Célia a rappelé toutes les axes d'usage auxquels il contribue. Donc, effectivement, le préfet y était, et nous aussi, on était favorable à la démarche. Néanmoins, donc, les premiers dossiers qui nous sont arrivés étaient des dossiers relativement limités en volume. Ils sont passés en déclaration sans difficulté. Je crois qu'on n'a même pas forcément discuté du fond. Et vous nous en avez déposé 3 en 2023, dont un en janvier 2023, juste avant effectivement que la 3350 soit annulée. Les volumes étaient encore assez limités, on a un peu discuté, mais finalement, pour vous permettre aussi de faire les travaux, on a considéré qu'ils pouvaient passer en l'état. Et puis les deux autres, et notamment le troisième, là, qui est celui de Maisonneuve, c'était plus de 80 000 m3 qu'il était question de réinjecter. Et nous, en procédure de consultation interne, on a consulté les collègues du pôle risque qui nous ont dit effectivement, non mais là, il y a un remblai dans le lit de la rivière, c'est interdit au titre du PPR, c'est pas possible de réaliser ce projet. Bon, du coup, on a provoqué une réunion avec vous. Frédéric nous a fait une brillante explication et démonstration. Ça nous a permis de mieux comprendre la finalité et les étapes par lesquelles allait passer le projet. Pour autant, la question du risque inondation était vraiment à prendre en compte. Donc, même si la 3350 est facilitatrice, ça n'empêche pas qu'il faut se poser toutes les questions d'évaluation, d'impact sur l'environnement et d'aggravation des risques. Grosso modo, c'est les deux grands axes. Et c'est vraiment au maître d'ouvrage d'apporter les éléments explicatifs, les éléments de compréhension, parce que c'est les éléments de compréhension pour le service instructeur, mais c'est aussi les éléments de compréhension pour le grand public qui a le droit d'accéder au dossier, même si on est en déclaration, et aussi au juge, in fine, si jamais il y avait un recours d'un tiers. Donc, on devait examiner cette question de compatibilité avec le PPR et de l'interdiction des remblais.
Et donc, on vous a demandé de compléter le dossier pour expliquer en quoi, à terme, ça n'avait pas d'incidence. Et on a bien compris l'importance de la recherche granulométrique qui avait finalement un bénéfice d'atténuation des conséquences néfastes des inondations. Pour autant, restait aussi la question du démarrage des travaux, des volumes qui allaient être déplacés et du démarrage en fait de l'initialisation. Voilà, donc vous avez apporté, alors c'est pour le Maisonneuve, je ne vous dirai pas tout à fait la conclusion parce qu'on est encore en cours d'instruction, mais sur le précédent qui était celui de Coustati, effectivement, vous avez apporté tous les éléments d'explication et c'est bien un récépissé avec accord qui a été apporté. Donc vraiment, cette question, c'est ce qu'on redisait tout à l'heure en préparation du court terme, de la phase travaux et puis à plus long terme. Mais c'est vraiment au maître d'ouvrage d'apporter ces éléments d'explication. Donc, en synthèse, voilà, le régime de déclaration de la 3350 n'exonère pas d'une évaluation des impacts proportionnée aux enjeux. C'est le même cas pour une étude d'impact. On a toujours besoin d'apporter des éléments d'explication proportionnés aux enjeux. Et en tout cas, ce qui a été important, c'est les échanges directs, je pense, entre le maître d'ouvrage et le service. En cours d'instruction, ils sont tout le temps possibles, mais en amont, et c'est certainement là qui sont le plus précieux, à un moment où votre dossier n'est pas complètement finalisé, de manière à l'ajuster au mieux pour répondre aux exigences réglementaires et ensuite faciliter l'instruction. Oui, puis ce qu'on voit, c'est que quand on essuie les plâtres sur un dossier, ça facilite pour les suivants, que ce soit du point de vue de la compréhension ou de l'exposé des argumentaires pour nous ou de la façon dont donc on bénéficie à chaque fois des expériences précédentes. Ouais. Pour compléter ce que disait ma collègue, quand la rubrique 3350 dont je parlais tout à l'heure est revenue, après que le Conseil d'État l'ait annulée, le ministère l'a réinstaurée, mais en sortant un certain type de travaux du champ de la rubrique, et notamment tous les travaux qui ont un impact avec les risques en termes de sécurité et d'inondation. C'est ainsi que si on veut aujourd'hui supprimer un barrage de classe C dans le cadre d'une opération de renaturation, liste 2, on ne peut plus mobiliser la 3350, alors qu'auparavant, on le pouvait. Alors, ça pose néanmoins une question. Enfin, je ne sais pas si les collègues aussi veulent intervenir. Mathieu a peut-être dû partir, mais il y a véritablement, on a cité ce matin des cas où des incisions extrêmement profondes avaient eu un effet d'agrandissement du chenal, un effet hydraulique du fait que l'eau ne sortait plus. Je ne sais plus c'est peut-être toi, Nicolas, qui a parlé de cet exemple-là, ou Mathieu, je ne sais plus. Mais du fait de voilà, une incision telle historique qu'il n'y avait plus de débordement. Et on a des opérations de renaturation qui pourraient avoir une vocation à recréer des débordements. Alors, pas forcément dans des zones exposées, mais alors comment chercher la conciliation là? Est-ce que la démonstration, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'enjeu exposé ou comment on pourrait Pour les risques, en fait, in fine, il ne faut pas qu'il y ait d'aggravation du risque et surtout de la vulnérabilité des biens et des personnes. Donc, ça passe à chaque fois par une évaluation des modifications de l'aléa et une analyse des enjeux qui sont soumis à ces aléas. Et si tu arrives à démontrer que le croisement, mettons, aggravation de l'enjeu de l'aléa, pardon, et croisement avec les enjeux n'est pas augmenté, dans ces cas-là, il n'y a pas d'augmentation du risque. Toujours cette analyse factuelle et morceau par morceau, les aléas et le croisement avec les enjeux, amont, aval. Très bien. N'hésitez pas hein, si vous voulez intervenir aussi dans la salle. Et puis Cyril, donc on est sur les actions qui sont menées sur le domaine public fluvial en grande partie. On a vu sur les bordures du domaine public fluvial, mais dans des zones sur lesquelles on cherche à avoir de la maîtrise foncière. Mais on intervient aussi, on l'a vu, sur de domaines hydroélectriques, le domaine qui est concédé, puisque on a parlé des barrages hydroélectriques qui sont la propriété de l'État et concédés à EDF. Donc, comment se passe
les règles d'intervention sur ce secteur. Ça se passe bien. Non, la loi étant bien faite, dans les concessions, tout ce qui touche à l'environnement est régi par le Code de l'énergie. Malgré tout, le Code de l'énergie s'applique complètement sur le Code de l'environnement, c'est-à-dire on regarde les mêmes choses, évaluation environnementale, étude d'impact ou pas, étude d'incidence, et on se raccroche aux rubriques IOTA. Donc on fait toutes ces études et tous les actes qui sortent du Code de l'énergie, tous les arrêtés préfectoraux qui sont pris au titre du Code de l'énergie, valent l'autorisation IOTA. Donc même si ce sont deux codes différents, la finalité reste la même. Il y a juste une petite particularité de ce Code de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le GSF, géométrie, sûreté et fonctionnalité. Donc les porteurs de projet doivent vérifier. Tu avais préparé un support peut-être. Ça marche pas. Enfin voilà, vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la géométrie. Voilà ce qu'on retrouve donc soumis à évaluation environnementale, les IOTA, et tout en bas on retrouve s'il y a nécessité d'arrêté préfectoral ou pas. Et donc on retrouve modalité modifier fonctionnalité, géométrie, sûreté. Et ça permet notamment, dans certains cas, que ce ne soit pas le concessionnaire qui fasse les travaux, mais un tiers. Et pour cela, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur géométrie, sûreté, fonctionnalité. Et c'est le cas pour Mosac. Pour le projet de transfert de Mosac. Voilà, donc là, et après, c'est au service de l'État, donc on doit se débrouiller entre nous pour savoir qui fait quoi. Bien, ben, c'est vrai que la question à la fin, c'était qu'on avait un petit peu en tête, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier, faciliter. On a déjà dit un certain nombre de choses, hein, le fait de travailler en amont, donc ben, ça permet de ne pas attendre dans une procédure d'instruction pour déblayer un certain nombre de choses. Bon, ben, l'instruction, elle est ce qu'elle est, il y a des questions, on apporte des réponses, mais il faut comprendre que vous avez besoin d'éléments tangibles pour pouvoir border ces risques, en fait, dont tu parlais. Le retour d'expérience que je disais, c'est c'est vrai qu'une fois qu'on s'est collé au sujet, qu'on a trouvé des solutions qui semblent satisfaisantes, c'est plus facile pour la suite. Donc, tu nous as ouvert une porte aussi. Peut-être que du côté de l'ADEB, il y a des choses. On pourra creuser cette question-là. Ouais, ça peut être intéressant. On se demande, alors, est-ce que le fait de disposer d'un projet structuré comme un live, par exemple, là, est une aide dans ces procédures? Est-ce que c'est un point d'appui qui est appréciable, je veux dire, qui compte ou... Moi, ça me paraît évident. L'approche LIFE, elle permettrait de répondre. Enfin, je pense qu'il y a je recommence. Il y a la question de l'impact cumulé et de l'évaluation globale, parce que nous, en dossier loi sur l'eau, finalement, on les voit un par un. Mais ce qui est important, c'est ce que ça apporte pour la rivière ou les éventuels impacts, mais sur l'ensemble du linéaire. Et dans le LIFE, vous avez fait cette approche de l'ensemble du linéaire, et elle méritait d'être valorisée dans la transmission des dossiers, même s'ils étaient un par un, au titre de l'évaluation des impacts cumulés. Du coup, ça me fait rebondir sur une question de comment on fait mieux la prochaine fois et de façon plus fluide. Je pense que si on partage, comme on a fait aujourd'hui, la posture et les enjeux de chacun dans l'instruction, nous, on n'est pas là en censeur, on est là en assembleur de l'instruction. On regarde si la réglementation est respectée, si on fait prendre une décision au préfet qui sera défendable au tribunal si jamais il y a une attaque pour un tiers, et on défend aussi, on garantit quelque part à travers ça les intérêts du maître d'ouvrage. Et vous, vous avez la finalité technique, l'intérêt général de faire avancer ces dossiers. Et ça, c'est important de le partager, vous d'apporter les éléments techniques et nous, le cadre juridique dans lequel on travaille et auquel on vous demande d'aider à arbitrer favorablement pour vous, pour le projet. Alors, on avait en discutant avec les collègues, une question. Est-ce que ça vous semble être un élément facilitateur? Le SAGE, on a un SAGE qui est en cours sur ce territoire. Est-ce que ça vous semble être un outil qui peut apporter des éléments
de support en fait pour ce sujet, ou à creuser, ou pas forcément, ou pas directement? Réglementairement, pas forcément, mais le fait de le faire porter par un sage ou partager, enfin, la clé est quand même, on parle un peu enfin, on parle de parlement de l'eau finalement, et c'est aussi un espace d'échange avec les différentes composantes de la société qui sont représentées. Et ça permet voilà, déjà de présenter le sujet, d'avoir un débat amont, de partager. Donc, je ne sais pas après, réglementairement ou en termes de thématique de travail pour le live, pour le sage, à quel moment il faudrait l'intégrer, mais oui, ça me semble une bonne piste. Et Vanessa, en visio, est-ce que les discussions là vous amènent des compléments de commentaires que vous auriez à proposer, ou Non, pas forcément. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu tous raccord en fait sur les objectifs du live et enfin, le fait que comme ces projets, enfin, ce projet va dans le bon sens, on est quand même sur en tout cas sur les espèces protégées, on est sur une application un peu particulière de la réglementation. Donc pas bienveillante, mais en tout cas, voilà, c'est plus positif et on sait quand on propose ce genre de projet à la vie des conseils scientifiques, qu'ils soient régionaux ou nationaux, on a des retours très positifs, donc plutôt confortable comme projet en général. Donc, on le voit en fait, aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature ou le domaine de l'ingénierie écologique est en développement dans ses ambitions, dans ses procédés. La réglementation a toujours été, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, entre la DCE, la stratégie biodiversité, a toujours été une invitation à aller plus loin. Mais aujourd'hui, on s'interroge un peu, parce qu'effectivement, sur des hydrosystèmes, sur des écosystèmes aussi vivants, il y a quand même une part des choses qui nous échappent. Et ça, c'est une réalité quand on est concepteur, et qu'il est bon de ne faire que les promesses qu'on peut tenir vis-à-vis de la réglementation. Et à un moment, est-ce qu'il ne serait pas possible que parfois, considérant qu'on peut éventuellement être dans l'expérimentation, l'autorisation, elle soit éventuellement accompagnée de réserves ou de doutes, mais de l'obligation, par exemple, d'un suivi pour bien vérifier qu'au bout du compte, les théories ou les trajectoires qu'on a imaginées sont bien celles qui se sont révélées à terme. Alors, je ne dis pas ça sur tous les projets, parce que sinon, on ne va plus en finir, mais quand on sent qu'il y a des moments clés dans ce que j'appellerais l'amélioration des pratiques, voilà, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait ce souci-là, en fait? Je voudrais profiter peut-être pour juste aller peut-être un pas plus loin, peut-être par rapport aux réponses que vous pouvez apporter à ça. Il y a enfin, ce que propose, ce qu'indique Nicolas, bien sûr, je le partage, mais on pourrait aller au-delà. Est-ce qu'on peut considérer que le Life 1, celui qu'on est en train de mettre en œuvre, permet en fait de tester un certain nombre de concepts, notamment la réinjection avec des grands volumes. Mais si on va dans un autre live, si un jour on va vers des volumes plus importants, est-ce que finalement ce qu'on aura acquis comme expérience, ce qu'on aura pu constater dans le cadre de suivi des chantiers réalisés dans un cadre de live pourra servir et faciliter les autres opérations dans un cadre de live plus important? Globalement, si on arrive à constater que ça n'aggrave pas le risque d'inondation, par exemple, compris sur des effets cumulés, si un jour on monte des opérations plus lourdes, plus importantes, on peut considérer que la question aura été partiellement réglée par l'expérience et que les craintes de risque de surinondation ou d'aggravation du risque auront été réglées par les constats consécutifs aux opérations menées dans le premier live. Est-ce qu'on pourra s'appuyer sur les acquis de ce premier live pour des opérations plus...
Après, je pense qu'il faut être direct et franc. Il y a, enfin, j'espère bien que des projets aujourd'hui et des projets de demain favoriseront la surinondation. Enfin, non mais enfin, je parle pas de ce qu'on fait aujourd'hui. Je parle de demain, oui. Ouais, je parle de demain. Moi, je suis... Alors, il y a Dominique Tesser qui voulait poser une question derrière. Si. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut souligner. Là, c'est vrai que c'est que bon, on veut faire les choses correctement bien à tous les points de vue. Plutôt dire en termes d'objectifs de politique publique. Donc ça, c'est un point qui me semble autant que faire ces actions sur les milieux. Vrai, on ne maîtrise pas forcément tous les aspects. Donc moi, ma position, effectivement, il faut et je pense notamment dans le cadre, vous avez parlé de cadre d'analyse globale. Bon, c'est le cas des PPG, des programmes pluriannuels de gestion de cours d'eau, que les services valident, pour lesquels il y a une DIG. Est-ce que à ce niveau-là, on ne pourrait pas imaginer un dispositif qui traite un petit peu en amont toutes ces procédures réglementaires qui vont devoir être mises en œuvre pour mettre en œuvre les actions des PPG qui sont identifiées et validées, et ainsi peut-être faciliter le travail des équipes, des techniciens de rivière, par cette anticipation et par ce dialogue amont avec vous qui est quand même très important. Est-ce qu'on ne peut pas, dès la validation des PPG, essayer d'anticiper sur toutes ces procédures réglementaires? Encore une question? Vous voulez commencer à répondre? Moi, j'ai une question. La première question, c'était sur la connaissance finalement. Les éléments que vous amenez aujourd'hui, enfin, l'important, c'est d'éclairer le plus possible avec les éléments scientifiques et de connaissances dont on dispose aujourd'hui. Et bien sûr que ce qui est fait aujourd'hui, et le retour d'expérience sera capitalisé pour la fois suivante. Et quant à prescrire en fait des obligations de suivi, on peut le faire, hein, ça, on rajoute un article, ça pose aucun problème, c'est en 2 secondes. Et c'est vraiment important sur tous ces projets et pour tout ce qui est innovant, peut-être encore plus que ce qui est classique, mais même sur le reste, d'avoir des suivis de l'évolution des milieux naturels. En fait, c'est vraiment très, très important. Pour les PPG, je ne sais pas répondre précisément. Tout ce qui est évaluation globale à un moment donné dans un programme de travaux permettra d'avoir une meilleure compréhension et de décider dans le cadre qui convient. Il y a aussi des évolutions de réglementation hein, qui peuvent arriver. Nous, on fait avec le cadre réglementaire qu'on a au moment où on doit proposer la décision au préfet. Oui, la difficulté, c'est que les PPG ne sont pas toujours très précis et que on peut pas. La difficulté qu'on aurait, c'est d'autoriser des projets qui sont juste décrits succinctement en quelques lignes. Et si je pense à un exemple, hein, si dériver un plan d'eau d'un agriculteur, bon, ça peut pas juste se traiter en quelques lignes. C'est malheureusement plus compliqué. Voilà. Une petite question, je peux? Une petite question. Ce matin, plusieurs intervenants ont expliqué à quel point les travaux qui ont été réalisés étaient bénéfiques en matière d'inondation. Il y a des retours d'expérience, notamment dans l'Aude. J'imagine qu'il y a des PPRI dans l'Aude, qu'il y a des DDT, qu'ils instruisent également des dossiers. Est-ce que vous avez des liens avec eux pour voir comment eux, ils gèrent ce type de situation et comment ils intègrent les travaux dans la gestion dans leur instruction?
Du coup, maintenant que j'ai l'info des travaux qui se font dans l'Aude, je vais m'empresser de contacter mes collègues de la DDT de l'Aude. Et j'ai discuté avec Olivier. Là, on est en cours de révision du PPR Dordogne-Aval. Et j'ai besoin d'un point avec vous pour savoir finalement quelle peut être l'incidence de ces travaux de réinjection qui sont au bénéfice de la gestion des inondations, j'entends bien. Mais quand on a un PPR qui cadre les possibilités de construction, d'extension, il y a un trait qui passe à un moment donné sur un plan. Et je peux vous dire qu'on a des demandes, non mais là le trait il passe là, mais vous êtes sûr qu'il ne passerait pas 3 cm plus loin, et puis comme ça je pourrais agrandir ma maison. On a vraiment cette question, cette demande très forte dans certains cas, comme si le trait qui était marqué dans le PPR, c'était une limite vraie de tout temps. Or non, les choses évoluent, hein, c'est complètement ce que vous dites. Donc je pense qu'au-delà de l'enveloppe des PPR, il faudrait garder une marge de respiration, c'est sage. Autre chose Juste pour dire que la restauration de zones naturelles d'expansion de crues est prévue par la 3350 aussi. J'espère aussi qu'on en aura. Et pas seulement des systèmes d'endiguement, c'est plus facile à instruire. Bien, merci. Je pense qu'on va, on va en rester là parce qu'on a encore un programme qui n'est pas terminé. Alors, une petite remarque? Oui, en fait, je trouve c'est plus une remarque générale et je suis même pas sûr qu'il y ait ça sur la Dordogne. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas constaté. Mais si je prends par exemple des cas où on a des enjeux, par exemple pour l'eau potable, ou parfois ça va être un agriculteur qui va demander un enrochement pour protéger sa berge, dans ce cas-là, on va avoir au final donc une contraction parce qu'on va mettre un enrochement et on va avoir une augmentation de la capacité de transport de la rivière qui va, d'ici 2 à 3 crues, détériorer totalement l'habitat du saumon, qui est une espèce protégée. Et en fait, moi j'ai constaté sur plusieurs rivières que là, on ne se pose pas la question de dérogation pour destruction dans le futur d'habitats d'espèces protégées. Et donc, moi, ce que je me demande parfois quand je dois projeter des bénéfices, c'est pourquoi, du coup, alors qu'on veut, nous, on est pour le bénéfice global, démontrer ça, alors que dans l'autre cas, on ne lui demande pas, en fait. C'est ça ma question que j'ai. Oui, mais même c'est difficile de répondre d'un point de vue général sur peut-être des exemples très concrets dans des contextes très concrets. Donc, dans ces cas-là, moi, j'ai l'habitude de dire s'il y a des projets qui ont posé des questions de la façon dont vous l'évoquez, on peut les ressortir et faire le point spécifiquement sur ces dossiers-là. Mais je ne m'engagerai pas à répondre de façon générale là-dessus. Vanessa? Oui, bah, je répondrai un peu la même chose. C'est un peu compliqué de répondre comme ça. Après, le Code de l'environnement, du point de vue de la dérogation espèces protégées, ce qu'il interdit, lui, c'est l'impact à un instant T. Effectivement, il n'intègre pas forcément l'impact futur d'un projet sur des habitats ou des espèces. Donc, dans le cas du saumon, il faudrait que je regarde exactement ce qui est protégé, parce que sur les poissons, c'est un peu particulier. Enfin, ça fait partie des espèces qui sont gérées un peu différemment dans le cas des dérogations. Donc, on est en plus sur un cas particulier par rapport à un régime classique de dérogation, mais il faudrait vraiment regarder au cas par cas. Mais je suis d'accord qu'on est un peu à la limite de l'application de cette réglementation dans ce genre de cas. Merci à tous. Et donc, je pense qu'on va pouvoir passer au temps suivant. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci, au revoir.